un thème que j'aime particulièrement. Je rigole parce que j'allais pas dire c'est un thème que je déteste. Bon, en tout cas, c'est un thème avec lequel j'ai un rapport particulier parce que quand je suis en formation avec des apprenants, des apprenantes, il y a toujours ce mystère autour de la marque employeur, de comment on la travaille, mais ce qui est logique, c'est un sujet de marque, en fait, d'attractivité. Même quand on parle d'attractivité commerciale, bah, personne n'a l'équation exacte pour réussir, sinon ça saurait, même s'il y a des grandes pistes, des grandes expertises. Il y a aussi ce sujet de, parfois, il faut convaincre en interne que la marque employeur est un sujet. Je leur donne toujours comme argument, bah, dis-leur que à tes opérationnels, tes hiring managers, bah, que même si tu es une grande boîte du CAC 40, alors déjà il y a 40 autres boîtes du CAC 40, et qu'en plus, bah, sur ton produit commercial, tu dis jamais qu'il faut arrêter de faire de la pub à la télé, même quand ta marque elle est hyper connue. Toutes les marques hyper connues continuent à faire de la pub à la télé, donc c'est un effort constant à faire de marque employeur. La marque employeur, c'est un sujet aussi qui est que là je plagie, enfin je paraphrase mon collègue Aurélien, c'est un sujet de long terme. Ça, tu récoltes les fruits de ce que des gens ont fait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans avant toi, ce qui rend d'ailleurs aussi un sujet compliqué en termes de discussion et de conviction. Et c'est un sujet, je vais finir là-dessus, qui rentre en synchronicité, en fusion, en résonance, c'est le mot que je cherchais, en résonance avec le sujet de l'expérience candidat. Parce qu'en fait, si l'expérience candidat, elle est mauvaise, bah, la marque employeur peut pas être bonne derrière. De la manière que si ton expérience commerciale, l'expérience produit est mauvaise, tu peux faire tous les efforts de pub du monde, en fait, ça sera pas très efficace. Donc voilà, je crois que c'est tout sur ce thème et on va passer directement à la première question, sauf si j'ai oublié quelque chose, mais je crois qu'on est bon pour passer à la première question. Hello Mohamed, bienvenue. On va donc accueillir Thibaut sur scène de Twinin. Thibaut, est-ce que tu es avec nous? Et je Yes, suis bien avec vous. arrive. Hello. Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Hello Thibaut, on va commencer avec cette question à 10 000 euros qui est, pour le coup c'est une question que beaucoup de gens se posent autour de moi, qui est, bah, je suis une petite boîte, la marque employeur, est-ce que ça me concerne, ou alors c'est vraiment que les grosses boîtes, qu'est-ce que tu en penses? Alors, effectivement, c'est la première question qu'on se pose lorsqu'on est une petite boîte, c'est se dire est-ce que c'est pas du zèle que de dépenser pour recruter? En soi, on doit tous dépenser pour recruter, c'est ce qui s'appelle le sourcing, mais évidemment, pour pouvoir recruter comme il faut, le sourcing, vous avez beau avoir un budget peut-être même illimité, vous allez arriver à un plafond de verre. C'est ce que tu appelais tout à l'heure, Nicolas, effectivement, l'image d'attractivité, l'attractivité, comme on l'appelle, ça s'appelle la marque employeur, effectivement. Donc, je vais casser le suspense, évidemment, non, ce n'est pas un sujet qui est réservé exclusivement aux grands groupes, mais aussi aux PME. Il y a plusieurs éléments de réponse que je vais vous donner. Je crois que j'ai 2 minutes, donc je vais essayer d'aller vite, être très pragmatique. Le premier, c'est déjà les coûts. J'ai commencé par le coût, c'est le nerf de la guerre. Effectivement, on se dit que c'est cher. Alors, c'est cher pourquoi? Parce que généralement, on fait appel à une agence pour créer une marque employeur. Qui dit agence, dit concept, dit créa, dit déclinaison, plan média, etc. Effectivement, ça coûte cher, mais comme toute chose, ben, vous pouvez acheter une voiture à 150 000 euros, vous pouvez aussi en acheter une à 20 000 euros. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être un peu difficile parce que les prix ont augmenté. Mais je ferme la parenthèse. Évidemment, une marque employeur peut se faire aussi de façon moins chère. Nicolas, je rebondis sur ce que tu disais. Tu parlais effectivement de dépenser de l'argent, en tout cas pour de l'attractivité, mais si le parcours candidat et ou l'expérience utilisateur pour un produit n'est pas bonne, ça ne marchera pas. Et c'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'image vécue. Je vais essayer de globaliser. Il y a 3 images dans une création de marque employeur. L'image voulue, celle que vous voulez donner, celle que vous voulez dire que vous êtes à l'extérieur, d'accord? Donc souvent, celle-ci doit se rapprocher de la réalité, on le sait. Mais pour en être certain, on mène souvent des audits en interne pour voir l'image vécue, pour être certain de dire pas trop de conneries, effectivement, sur ce que l'on veut être et qui n'est pas du tout représentatif de ce que vivent les gens. Les RH ici, vous le savez, les recruteurs, ça s'appelle du turnover. Hein. Vous faites venir et recruter des personnes sur le modèle de l'innovation. Ils arrivent, il n'y a pas du tout d'innovation et vous êtes sur Lotus Notes. Généralement, les gens s'en vont. Donc, ça s'appelle un turnover. Vous dépensez 1 euro pour rien, pour un candidat, puisqu'il repart. Je referme la parenthèse. Donc, image voulue, image vécue. Et il y a aussi l'image perçue. C'est celle de vos candidats. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, grâce à la data, A/B tester plusieurs concepts pour être certain que ces concepts soient digestes, compréhensibles de votre cible. Donc, je réponds à la question. Non, ce n'est pas réservé qu'aux grands groupes, puisque
ce travail-là, ces 3 travaux d'image voulue, vécue et perçue, s'adaptent au format de l'entreprise. Effectivement, lorsque vous menez des interviews sur 10 000 personnes, ça n'a pas le même coût que sur 200 personnes ou 20 personnes. Et le résultat est le même dans le sens où plus mathématiquement vous interrogez de personnes, de vos collaborateurs en interne, et plus vous avez de chances d'avoir une représentation de la réalité concrète. Donc ça, c'est le premier élément. Le second, c'est couper sur le temps de parole si je peux finir en quelques secondes. D'accord, ouais. Et le second, c'est que la marque employeur peut servir évidemment à votre marque commerciale. Lorsque vous êtes une petite entreprise, vous pouvez surfer sur le fait que vous recrutez, avoir un vrai concept qui va aussi servir à vendre vos services ou vos produits. Voilà. Super, merci Thibaut. Désolé pour la petite interruption. Et merci pour Lotus. Ça fait très longtemps que j'avais pas entendu le mot Lotus. J'ai mis du temps faut toujours le placer. Faut toujours le replacer. J'avoue. Et on va accueillir Émilie sur votre prochaine question qui est c'est quoi un ambassadeur et qu'est-ce qu'une stratégie d'employee advocacy selon toi, Émilie, dès que tu es là en caméra. Et si tu as un petit souci, n'hésite pas à rafraîchir ta page. Moi, j'avais eu un souci à la répète. C'était en rafraîchissant mon navigateur, ma page, que j'avais réussi à revenir. Émilie. Ok, manifestement, on a un petit problème technique avec Émilie. Ouais, ça passe super vite. J'ai Thibaut qui ça passe vite dans le chat interne. Peut-être qu'on échange, ouais, parce que le temps qu'Émilie se reconnecte, on va passer directement à la troisième question. On reviendra à la deuxième question tout à l'heure. Lucille, si tu es prête, je suis prêt. Me laisse pas tout seul, Lucille. Super. Hello. Alors, déjà bienvenue à LODR. On est sur la troisième question, donc qui est comment avoir une stratégie de contenu. Un peu ce que disait Thibaut, quand t'as pas le budget justement d'une boîte du CAC 40. Oui, merci beaucoup Nicolas pour cette question. Juste pour remettre un peu de contexte, la marque employeur, elle englobe bien plus que le site carrière ou les réseaux sociaux. Elle concerne également vos annonces, les commentaires que les candidats vont mettre sur Glassdoor, par exemple, vos messages d'approche et le processus de recrutement, parce qu'il faut qu'on parle de recrutement quand même. Et justement, on avait Aurore de Foodles qui est passée dans la Pink Room il n'y a pas très longtemps et qui disait la marque employeur, elle n'est rien sans l'ensemble des collaborateurs qui vont la porter. Et donc, pour définir votre marque employeur, je vous propose déjà de commencer par évaluer votre culture entreprise, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce dont vous êtes fier, ce qui pourrait être amélioré. Il va être important aussi de définir votre profil de candidat idéal, on dit ICP en anglais, et finalement, quelle va être votre proposition de valeur que vous allez promouvoir auprès de vos candidats. Donc, par exemple, la mission, votre flexibilité, vos avantages, tout ce qui finalement intéresse le candidat, hein, clairement. Et ça, c'est auprès de vos employés que vous allez arriver à définir et à trouver ces informations. Et je voulais vous partager quelques chiffres intéressants. Je lisais ça la semaine dernière. C'est voilà, seulement 3% des salariés postent sur LinkedIn. Et le contenu partagé par les collaborateurs génère 8 fois plus d'engagement que les messages corporate, donc les messages passés par l'entreprise elle-même. Donc c'est énorme. Et pourtant, un salarié, il peut atteindre en moyenne 1140 personnes sur les réseaux sociaux. Et donc le nombre d'abonnés en commun entre une entreprise et une personne, elle n'est que de 8%. Donc d'où l'intérêt de vraiment engager vos employés, de les faire participer. Et donc créer une communauté d'ambassadeurs, ça peut être un excellent moyen de vous différencier sur votre marque employeur, la rendre même plus authentique, plus transparente. Et donc il ne faut pas hésiter à réunir quelques volontaires, leur donner les moyens nécessaires pour créer cette communauté engagée. Et cette stratégie, je dirais même avec un ATS comme Tim Taylor par exemple, je pense que c'est vraiment le combo gagnant. Et l'avantage de passer par un ATS capable de vous équiper en outils de communication, c'est que vous n'avez pas besoin de faire appel au budget marketing, vous avez tout en un seul outil. Voilà. Yes, merci Lucille. Je rappelle à tout le monde qu'un ATS, c'est votre système de gestion de candidature pour les gens qui n'ont pas le jargon. Merci
C'est assez fou, je trouve, la stat là des collaborateurs, collaboratrices qui ont 8 fois plus d'impact. Je l'avais pas. Je savais bien qu'ils avaient plus d'impact, mais j'avais pas ce chiffre de 8. Je trouve que c'est très parlant. Merci pour ce chiffre. Et pareil, autre chiffre que j'avais pas forcément exactement, c'est le non-recoupement. Les 92% de non-recoupement entre tes contacts et ceux de l'entreprise. C'était hyper instructif, merci. Et on passe à la prochaine question avec Jérémy qui va nous parler des questions à se poser avant d'investir dans un outil, ce qui est assez logique puisque c'est l'expertise de Jérémy. Jérémy, merci d'être avec nous. Hello there. Salut, On entend? salut à nickel. tous. Merci Nicolas. Voilà. Je te laisse répondre. Quelle question doit se poser avant d'investir dans un outil? À toi de jouer. Alors, une tonne de questions, évidemment, mais des questions quand même assez simples qu'on oublie souvent parce qu'on a tellement d'outils aujourd'hui sur le marché. Quand on ouvre LinkedIn, on a l'impression d'en avoir un nouveau chaque minute, chaque heure. Les vraies questions, enfin, ce qu'on recommande, nous, de se poser à nos clients, déjà, c'est de se poser dans un premier temps, d'identifier donc les défis, on va dire, spécifiques de l'entreprise. Tout ce qui va, en fait, de se dire qu'est-ce que je vais résoudre comme problème avec cet outil. Donc ça, c'est un peu le fait de se poser. Ensuite, c'est d'évaluer si l'outil dans lequel on souhaite investir, il répond précisément à un besoin ou à plusieurs besoins. Donc, est-ce que je vais avoir besoin de mettre mon équipe ou pas, ou est-ce que je vais pouvoir m'en servir tout seul? Ça n'a pas le même sens de se servir seul d'un outil que de former derrière, mettre en place des guidelines, etc., qui devront être validés en interne, etc. On va également se poser la question de la facilité d'utilisation. Et moi, j'ai tendance à dire à mes clients que c'est vraiment la première inquiétude, la première question à se poser. Est-ce que finalement, j'ai une facilité d'utilisation qui va me faire revenir sur l'outil? C'est-à-dire qu'on a des outils qui répondent à des enjeux complexes et donc on se dit très bien, ça répond à mon besoin complexe, je vais prendre cet outil. Puis finalement, l'interface est complexe et pas ergonomique. Et puis, on va repousser le moment où on va devoir se connecter à cet outil jusqu'à un moment où finalement, on s'en servira pas du tout. Donc, l'utilisation, la facilité, l'UX en fait du système permet vraiment de se dire est-ce que je vais m'en servir régulièrement? Est-ce que j'ai pas de mal à l'ouvrir chaque matin, par exemple? Pensez également à la compatibilité avec des systèmes qui sont existants. Ça, c'est peut-être aussi un très gros point, c'est de se dire comment je fais pour interfacer, par exemple, un outil d'attractivité avec un ATS. Voilà, ça paraît basique, mais ce sont des informations informatiques qui doivent être renvoyées dans un sens et dans un autre. Il faut se poser sur cette question-là. Super, puis, merci. Vas-y. Pardon. Et puis les coûts associés, évidemment, que ça soit en termes de frais de maintenance et de prix d'achat. Yes, merci Jérémy. Je retiens alors tout dans ta question, dans ta réponse, mais aussi la simplicité. On n'en parle pas assez. Je trouve que ça a l'air basique alors que ça ne l'est pas. J'ai plein de clients et de clientes qui n'utilisent pas leurs outils parce que justement ils sont débordés par la complexité. Ça donne pas envie d'y aller. Donc merci d'avoir remis ce point plus important que ce qu'on ne dit. Et on raccueille Lucille. Du coup. Si tu es prête, en attendant de récupérer Émilie, Lucille, es-tu avec nous? Tu as l'air avec nous. Oui, yes, c'est bon. Welcome back. La question maintenant, c'est il y a de la transparence, d'authenticité. C'est ce que les gens demandent. Plus on leur demande ce qu'ils veulent, plus les gens disent ils sont frustrés par le décalage entre ce qu'ils ont perçu. Bon, on revient à cette notion de tout à l'heure, entre ce qu'ils ont perçu de la culture, comme tu parlais tout à l'heure, parce que la marque employeur, c'est aussi la culture. C'est un sujet que je trouve intéressant que tu remettes sur la table. Ce qu'ils ont perçu de la culture et puis ce qu'ils voient vraiment. Après, nous, on a aussi un dilemme, c'est comment on fait pour justement se montrer davantage authentique. Qu'est-ce que tu en penses ? Merci Nicolas pour cette question ultra intéressante et malheureusement en 2 minutes on n'aura pas le temps de tout couvrir, mais j'essaie de vous résumer un petit peu tout ce que j'avais en tête. Déjà montrer les coulisses de manière moins parfaite et plus authentique, comme je commençais à vous expliquer tout à l'heure, je pense que c'est une excellente stratégie pour renforcer votre marque employeur. Une première idée, et comme je vous commençais à vous en parler, c'est de donner la parole à vos employés. Ne pas hésiter à les inviter à partager leur expérience, à partager leur point de vue sur leur travail au sein de votre entreprise,
même participer à la création du contenu, ça peut être super sympa. Chez Team Taylor, on a une fonctionnalité qui s'appelle les Team Stories, un peu sur le même principe que Snapchat. Je vous mettrai après quelques liens dans le chat, et qui permet du coup aux employés, qui soient chez eux ou au bureau ou n'importe où, de partager leur quotidien. Et après, les administrateurs et les responsables de contenu peuvent décider de ce qu'ils publient ou pas sur le site carrière. C'est super. Une deuxième idée, c'est de montrer les coulisses du processus de recrutement. Je sais que, par exemple, Ornicar ou Open Classroom, ils font ça, ils présentent ça même sur leur site carrière. Ils expliquent ce par quoi les candidats vont passer pour les prochaines étapes. Et ça permet aussi aux candidats de savoir à quoi s'attendre. Une troisième idée, ça peut être de partager les moments de célébration et les sujets sur lesquels vous avez encore du travail. Le fait de faire vivre son site carrière, ses réseaux sociaux, au rythme de ce qui se passe chez vous, finalement, ça donne vraiment envie aux candidats de vous rejoindre, et ça fait aussi transpirer vos valeurs, pardon. Et comme je commençais à vous dire, voilà, soyez transparents sur vos défis. Je sais que Zodio, par exemple, vous devez connaître, ils sont ultra transparents sur le fait qu'il y a plus de femmes aujourd'hui que d'hommes en interne dans leur effectif. Ils ont pour objectif de réduire l'écart. Ils ont plus de femmes que d'hommes chez Zodio, oui, pardon. Ouais, okay. Zodio. Et donc, ils ont fait une page dédiée justement à ce sujet et aux actions qu'ils menaient sur leur site carrière. Et donc, il dit, chez Zodio, le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes est au cœur des préoccupations. Avec presque 80% des femmes, l'enjeu principal de l'entreprise est de favoriser les recrutements d'hommes sur des métiers essentiellement occupés par des femmes aujourd'hui, afin de créer plus de diversité et de complémentarité dans nos équipes. Je trouve que c'est un super indicateur des valeurs et de ce sur quoi ils travaillent en interne. Quelques idées. Yes, merci Lucille pour ce timing parfait, et on va passer la parole à Émilie sur exactement la même question. Je crois qu'Émilie avait un éclairage complémentaire à apporter, et là je prie les dieux du web pour que la technique fonctionne. Est-ce que tu arrives à te mettre avec nous, Émilie? Je te vois en train d'arriver. Ouais, je prie, je croise les doigts. Tu ne vois plus le micro. Ah. Et la caméra, déjà? Peut-être que... En train d'arriver. Ça marche, la caméra. Ah! J'ai un peu de décalage. Ah, désolée. C'est bon, on t'entend, on te voit, nickel, t'inquiète pas, les problèmes techniques, c'est le concept même d'un événement live. Les gens ne croiraient pas que c'est live si jamais on n'avait pas de problèmes techniques, donc merci de montrer à tout le monde qu'on est bien en live. Bienvenue Émilie, mets-toi à l'aise, et je vais te poser exactement la même question que tout à l'heure sur comment on fait pour se montrer moins parfait et plus vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a fait une étude qui s'appelle l'Observatoire national du premier emploi. On a été interrogé, donc c'était des jeunes, 18-30 ans, mais je pense que ça marche un peu pour tout le monde. Et ce qui en ressort, et c'est un point important, c'est qu'en fait, les candidats ne s'attendent pas, ils ne veulent pas avoir que des personnes qui disent des choses parfaites. Sinon, ça leur paraît fake, ça leur paraît pas réel. Ce qu'ils viennent chercher, justement, c'est la réalité. Et ils sont conscients que ça ne peut pas être tout. Donc, plus vous allez avoir une transparence et donner de l'information, et mieux ce sera. Et pour vous donner la stat, c'est 73% des candidats. Je suis vraiment désolée s'il y a un problème. Ça va un petit peu mieux. Attends, c'est encore un truc. C'est encore 10 secondes. Ok, je vous donne juste la stat. 73% des candidats disent qu'en fait, s'ils ont des échanges qui leur permettent d'avoir des côtés positifs et négatifs, ça leur donne encore plus envie de rejoindre la structure parce qu'elle paraît réelle. Yes, c'est mieux sur la fin, Émilie, t'inquiète pas, on t'a entendu sur les 20 dernières secondes. Tu peux faire encore en 30 secondes si tu veux compléter le propos. Ouais, donc je ne sais pas si vous m'avez trop entendu, mais en tout cas, il y a une vraie volonté chez les candidats d'avoir un discours vrai. Et donc, du coup, plus on montre la réalité les candidats sont conscients en fait que ça ne peut pas être parfait de partout et en même temps, ça serait bizarre. Donc, plus vous allez être dans la transparence, plus vous allez donner la réalité des choses et plus ça va donner envie aux candidats de vous rejoindre. Et donc, c'est grâce à ça que vous serez dans les sujets de transparence et d'authenticité, ce qui est vraiment ce qui est recherché. Ils en ont un peu marre des discours corporate, donc ils viennent rencontrer des collabs
c'est vraiment aussi pour ça. Super, merci Émilie et bon courage pour les problèmes techniques, je sais que c'est toujours horrible, mais au moins ça illustre l'authenticité et la transparence. Là-dessus, je rajoute qu'il y a un modèle académique qui s'appelle Realistic Job Preview, RJP, qui prouve que ça c'est évident, mais que quand tu donnes les challenges du poste, les obstacles du poste, les difficultés que les gens vont rencontrer chez toi, dès l'annonce, dès l'entretien, en fait, dès le début du processus de recrutement, tu as déjà une image plus crédible parce qu'on se dit si la personne donne les obstacles, c'est qu'elle donne pas mentir. Et en plus de ça, on observe une baisse du turnover et une augmentation de la satisfaction parce que tu as moins de décalage entre ce que les gens avaient pensé et ce qu'ils veulent. Et en plus, n'ayez pas peur de faire vraiment ce qu'on appelle de l'anti-vente parce que ça va attirer aussi les bonnes personnes. Il faut se dire que le but, c'est d'attirer les personnes qui seront bonnes chez nous. On enchaîne directement avec toi, Émilie, sur le dilemme que tu as entre, évidemment, que comme le disait Lucille, c'est mieux quand tes collaborateurs, tes collaboratrices vont s'exprimer. Pour autant, ça reste, comme l'expliquait Twinning tout à l'heure, Jérémy, l'idée d'avoir une communication qui est un minimum maîtrisée. Comment on fait l'équilibre pour toi? En faisant confiance à ses collaborateurs, très clairement. Nous, ça fait 7 ans qu'on met en avant des programmes ambassadeurs dans les entreprises. Et le retour, en fait, c'est que quand vous responsabilisez vos collaborateurs, que vous les encouragez à aller à l'extérieur et à dire la vérité, réellement, en fait, vous allez maîtriser d'une certaine manière votre parole plus que si vous ne permettez pas ça, parce que vous ne voyez pas finalement ce qui se passe par ailleurs. Et donc, du coup, avoir un programme d'employee advocacy, mettre en avant des ambassadeurs, c'est justement maîtriser d'une certaine manière votre communication. Alors, tout en étant dans quelque chose qui soit avec des personnes qui ont envie, qui sont volontaires et que vous ne bridez pas. Mais finalement, vous avez une meilleure visibilité et vous savez mieux ce qui se passe que si vous ne le mettez pas en avant et que vous avez des personnes qui vont sur différents sites sur lesquels vous ne maîtrisez pas. Donc honnêtement, concrètement, nous, on encourage vraiment à libérer la parole au maximum. Et vous verrez qu'en fait, les deux ne sont pas antinomiques. Et que libérer la parole, ça permet aussi de mieux maîtriser sa communication, et notamment en ayant un programme ambassadeur, parce que vous allez avoir certaines personnes dans l'entreprise qui vont vous représenter à l'extérieur, qui savent qu'ils en ont la légitimité et qui vont pouvoir, du coup, en transparence, parler de vous. Et ceux qui vont se porter candidats, ce sont plutôt des personnes qui sont fières, qui ont envie d'aller représenter l'entreprise à l'extérieur et qui ont envie de transmettre. Donc, c'est que des valeurs que vous vouliez mettre en avant. Oui, ce que tu me disais à la répète, c'est que quand les gens viennent intervenir en leur nom, c'est rarement pour dire que ça va mal, puisqu'en fait, tu as aussi envie, quand tu as un salarié, une salariée qui intervient, tu as envie d'avoir une retombée positive quand tu prends la parole. Tu ne te portes pas ambassadeur ou ambassadrice d'une structure si tu n'as pas envie d'aller la mettre en avant. C'est beaucoup plus simple d'aller sur Twitter ou sur Glassdoor et de dire mon entreprise est pourrie. Et ça, tu le fais dans ton coin sans que personne ne le sache, sous le couvert de l'anonymat. Plutôt qu'en étant fier de représenter ton entreprise et en étant l'ambassadeur. Super, je profite de t'avoir, on va rester dans cette bonne dynamique pour être sûr que ça fonctionne. Pour la prochaine question qui est, du coup, comme tu viens de le dire, on a sélectionné nos ambassadeurs, mais comment on s'arrange pour que, parce que la part des ambassadeurs, à part pour la fonction recrutement, seront des personnes évidemment hors du recrutement, comment on fait pour collaborer efficacement ensemble? En fait, les deux sont complémentaires et c'est ça qui est important. L'avantage de l'ambassadeur, c'est que lui, en fait, il n'a pas d'objectif. Il n'est pas là pour recruter un certain nombre de personnes. Donc, il va être dans la transparence et dans le discours. Mais là où ça va être important, c'est quand ce que l'ambassadeur va pouvoir faire avec un candidat, ça va remonter derrière, il va travailler main dans la main avec un recruteur. Et un recruteur va pouvoir aller beaucoup plus rappeler un candidat en lui disant je sais que tu as échangé avec notre ambassadeur et on a eu des retours super positifs. Comment on fait pour aller plus loin ensemble? Et donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Du coup, vraiment, c'est chacun son rôle. L'ambassadeur, il est là pour être, pas le discours corporate, donner la réalité, partager son expérience, expliquer comment ça se passe. Et de l'autre côté, le recruteur, il va pouvoir aussi conseiller d'aller voir un ambassadeur quand il a un échange avec un candidat et que le candidat, il n'est pas trop sûr, il a besoin, on arrive en fin de process et on a vraiment envie d'avoir ce candidat qui est super. On va l'encourager à aller créer du lien. Il faut savoir aussi que 86% des personnes qui sont dans un processus de recrutement aiment bien pouvoir échanger avec des pairs pour poser des questions qu'ils n'oseraient pas poser ni à un hiérarchique, ni à un recruteur. Donc, ça fait un bon duo. Ça fonctionne bien ensemble. Et vraiment, il faut
les recruteurs puissent s'appuyer sur les ambassadeurs pour inviter à aller voir que ce qu'ils ont dit, que le process de recrutement, c'était vrai. Et que donc, du coup, ils peuvent aller directement échanger avec des collaborateurs dans l'entreprise pour voir que tout ce qu'on leur a raconté pendant le processus de recrutement, ça se réalise dans les faits et que les collaborateurs sont contents. Et de plus en plus de candidats vraiment ont envie de faire ça, de la même manière que vous, quand vous recrutez, vous allez checker le background du candidat à la fin. Le candidat, lui aussi, il a envie d'en savoir plus sur l'entreprise. Et donc, du coup, pouvoir aller rencontrer des ambassadeurs qui sont des pairs, qui n'ont rien à vendre, qui sont juste là pour partager leur quotidien, c'est extrêmement fort. Et puis, ça va créer du lien avec l'entreprise aussi. Et ça fait toute la différence. Merci Émilie. Et non seulement, en plus, tu me disais, pareil à la répète, que les gens ont envie de voir des ambassadeurs, mais que ça a un impact aussi après sur le turnover, la satisfaction, parce qu'ils ont vu quelque chose de concret. En fait, c'est très très logique, hein. C'est comme dans la marque commerciale, quand on montre un autre client satisfait et qu'on peut discuter avec des vrais enjeux qu'un recruteur ou une recruteuse n'aura pas de manière aussi fine. Merci. Tu as raison. Et puis, pour tes ambassadeurs aussi, c'est la rétention. Parce qu'eux sont super fiers et c'est une belle mise en avant. Donc tu gagnes dans les deux sens. Oui, tu as la rétention du côté ambassadeur parce que ils sont mis en valeur et donc ça augmente leur propre satisfaction aussi de pouvoir se raconter leur métier. Super, merci Émilie, je te dis à tout de suite. Et on passe à Lucille qui est de retour avec nous et qui va nous raconter quand on pose la question au candidat ou candidate, c'est quoi les infos clés qui ressortent que les gens ont envie de voir figurer sur un site carrière. Oui, merci Nicolas pour la question. Et alors, en fait, je pense qu'avec tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, on commence à avoir une idée de ce que les candidats attendent de nous. Et je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi et c'est quoi l'intérêt en fait pour nous de vraiment le mettre sur ce site carrière. Déjà, pour résumer l'intérêt du site carrière, pour moi, ça sert à mettre en relief plusieurs sujets et justement répondre aux attentes du candidat pour que ce candidat, on va dire, visiteur qui arrive chez vous, il soit converti en candidature. Parce que s'il y a du trafic mais qu'il ne se passe rien derrière, bon, globalement, ça ne va pas vous avancer vos affaires. Et donc, le premier sujet, ça va être les avantages qu'on a en étant votre employé. Et les avantages, ça ne va pas être uniquement le salaire, ça va être qu'est-ce qui fait votre croissance, qu'est-ce qui fait votre culture. Ça va être les témoignages de vos employés, la passion que vous mettez dans l'amélioration de la qualité de leur vie professionnelle. Et finalement, tout ce qui va faire que vous allez inspirer la confiance aux candidats. Le deuxième point, ça va être plutôt lié au processus de candidature et le fait que le site carrière soit accessible de partout, qu'il soit accessible de tout dispositif, donc de smartphone, de tablette, d'ordinateur, qui n'ait pas forcément besoin de créer un mot de passe. Voilà, ça arrive encore. Qui est finalement toutes les informations pour que le candidat il se sente à l'aise d'aller jusqu'au bout et ça va vous permettre, vous, d'attirer les candidats cibles. Je vous en parlais tout à l'heure, ce profil que vous avez défini comme cible et du coup d'avoir une expérience candidat beaucoup plus agréable. L'idée aussi, c'est de faire transparaître une mission claire sur ce site carrière. Quelle est votre mission? Quelles sont vos valeurs? Et c'est votre chance de dire au candidat pourquoi il devrait rejoindre votre entreprise et d'attirer finalement des personnes qui qui rassemblent ces valeurs. Et pour ça, vous allez pouvoir créer du contenu avec des images, des vidéos, comme tout à l'heure aussi, je vous évoquais avec les Team Stories, etc. Et pourquoi pas même des pages dédiées à ces sujets clés qui vous rassemblent. Donc, par exemple, la diversité et l'inclusion, pourquoi pas avoir une page dédiée sur le site carrière. Et voilà. Et le dernier point auquel je pense, c'est les avis de vos employés. Donc, avoir ces témoignages où on les voit s'exprimer avec leur propre communication, leur propre avis. C'est une opportunité d'influencer la décision des candidats. Donc, en résumé, un site carrière, ça fournit au candidat un aperçu complet de l'entreprise, de sa culture et de ses opportunités professionnelles. Et il va permettre aux candidats de prendre des décisions qui soient les plus éclairées possibles. Je vais vous mettre quelques liens après dans le chat pour vous donner quelques idées.
Super, merci Lucille. Je retiens vraiment la notion d'information éclairée, de pouvoir avoir, de comprendre ce qu'on fait. Moi, j'ai souvent une plainte des clients et des clientes, enfin des recruteurs, de recruteuses que j'ai d'informations, qui vont me dire les gens n'ont pas regardé mon site carrière. Et je leur dis, en fait, quand tu regardes les stats, c'est faux, les gens regardent le site carrière, juste qu'ils comprennent pas ce qu'il y a. Et donc, en fait, ils n'arrivent pas à vraiment accrocher à l'info. Donc, c'est à nous aussi de faire cet effort. De leur donner une info qui soit claire. Merci Lucille, et on passe directement à Jérémy. On reste dans le thème du site carrière avec une question sur la performance. Jérémy, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es avec nous? Yes, nickel. Alors oui, Nicolas, je suis avec vous, évidemment, je reviens toujours. Je t'en prie. Alors, pourquoi mesurer la performance de son site carrière? Effectivement, c'est très important. Alors, on va pouvoir mesurer avec différents indicateurs, mais pourquoi c'est important de le faire? C'est important de le faire, en fait, pour pouvoir… ça paraît simple et ça paraît basique, mais ça va permettre de mesurer son site carrière, de prendre des décisions. À partir du moment, en fait, où je vais avoir un taux de rebond, je vais avoir, en fait, des indicateurs analytiques de mon site carrière, des indicateurs marketing, je vais pouvoir me poser face à ce constat et je vais pouvoir en faire des arbitrages. Donc, n'importe qui. Tu peux nous redire ce qu'est un taux de rebond? Un taux de rebond, ce sont toutes les personnes, par exemple, qui arrivent sur votre site carrière et qui repartent directement. Donc, ça veut dire que plus mon taux de rebond est élevé, moins ça sera bon. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez des gens qui viennent mais très vite repartent. Rien que lire ce type de taux va permettre de prendre des décisions derrière. Par exemple, on peut se dire que si on a un taux de rebond très élevé sur une offre d'emploi, eh bien, on va pouvoir se dire que notre offre d'emploi, peut-être qu'elle est mal écrite, peut-être qu'en fait, il y a des mots qui ne conviennent pas, peut-être que le titre, il est en déconnexion de l'offre, etc. En tout cas, ça va vous donner des indicateurs de lecture. Donc, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est mesurer la performance. Ça va être de partir de constats, en fait. Et tous ces indicateurs-là vont permettre, en fait, de trouver des solutions derrière. Et à l'inverse, tu as des exemples de cas où les gens ne mesurent pas assez et quand tu les rencontres, c'est la première… Tout le temps. C'est-à-dire que tous les clients qui arrivent chez nous, la plupart du temps, en fait, ce sont des clients qui n'ont pas l'habitude, ne sont pas équipés. Pas la culture aussi, peut-être? Parfois pas la culture. Et puis, surtout, ils ont… Non, moi, je pense surtout qu'il y a une vraie problématique d'équipement. C'est-à-dire que le Google Analytics, il est posé sur toutes les pages commerciales, mais il est très peu posé finalement, ou en tout cas, il est très peu lu par une personne régulièrement dans l'équipe au niveau RH. Et pourtant, c'est tout aussi important parce que ça va permettre derrière de gagner du temps pour les recruteurs. Ça va leur permettre de réécrire les annonces qui ont besoin d'être réécrites, mais peut-être pas toutes. Ça va permettre de prendre à chaque fois en fait des décisions qui vont améliorer la performance finalement de l'entreprise, de l'équipe, et puis du temps qu'on passe finalement sur tel ou tel recrutement. Nickel, merci Jérémy. Et on passe normalement à la dernière question avec Thibaut sur une question complémentaire qui est quels indicateurs pour piloter l'efficacité de son marketing employeur? Bon, on a parlé de taux de rebond qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas une bonne nouvelle qu'on a un grand taux de rebond. Mais est-ce que Thibaut, tu peux nous parler d'autres indicateurs? Je vais essayer d'aller plus vite que tout à l'heure pour ne pas me faire avoir par le temps. Je vais répondre par 5 marqueurs, en tout cas, pour piloter sa performance. Il faut suivre 5 indicateurs clés. Je vais essayer de le faire en fait dans l'ordre chronologique et à la fois la pyramide inversée. Le plus large, c'est mesurer sa notoriété. Quelles que soient les actions que vous allez mener, vous allez pouvoir mesurer votre notoriété déjà en suivant le nombre de visiteurs sur votre site carrière. C'est le b.a.-ba. Plus vous communiquez bien, plus vous attirez du monde. Jérémy a parlé d'un taux de rebond. Il faut effectivement que ces visiteurs restent un minimum plus de 4 secondes sur le site ou de 6 ou 10 secondes pour évoquer ça comme un clic qualitatif et que le candidat potentiel ne soit pas reparti. Donc, le nombre de visiteurs sur votre site carrière, mais aussi les interactions sur les réseaux sociaux, on a déjà un petit peu parlé, et les avis des employés. Certains vont nous en parler aussi, les avis des employés sur les plateformes qui sont considérées pour ce faire. Donc ça, c'est le premier indicateur. Le second, c'est mesurer du coup, si je rentre dans le silo, les candidatures reçues. Forcément, c'est un indicateur de performance. Je rajoute le mot derrière qualifié, parce qu'effectivement, si vous recrutez des ingénieurs et que vous avez des jardiniers, même si vous en avez des tonnes, ça ne va pas réellement vous servir.
bien qu'il y a pas mal de conversions aujourd'hui, mais on est un peu loin. Le troisième levier, finalement, qu'il faut regarder, ou en tout cas le troisième indicateur, pardon, c'est évaluer le taux de conversion des candidats, c'est-à-dire des candidats effectivement qualifiés en candidats embauchés. C'est bien beau de recevoir des tonnes de candidatures et qui plus est qualifiées. Si elles n'arrivent pas jusqu'à l'embauche, c'est qu'il y a un petit souci dans la machine, un grain de sable parfois un gros caillou. Il faut voir, est-ce que c'est dû au recrutement, aux recruteurs? Est-ce que les recruteurs ont les mêmes arguments que ce qui sont donnés dans les marques employeurs et ou dans les annonces emploi, bien que souvent les recruteurs font eux-mêmes les annonces emploi, mais il faut veiller à tout ça, que les candidats qualifiés se convertissent en candidats, du coup, en collaborateurs embauchés. Le quatrième indicateur, c'est le taux de rétention des employés. Encore une fois, je vais loin dans le process, c'est bien beau d'avoir eu des CV qualifiés, d'avoir recruté en collaborateurs, faut-il encore savoir et pouvoir les garder et les conserver. Donc, c'est évaluer la satisfaction. Émilie nous en a parlé tout à l'heure, effectivement, avoir des engagements de talent, des ambassadeurs, etc. Et le dernier point, c'est évidemment le nerf de la guerre, c'est le retour sur investissement de vos actions de marketing employeur en comparant les coûts engagés aux résultats obtenus. Alors ça, en année 0, c'est-à-dire en année 1, c'est compliqué de dire j'ai dépensé 10 000, 100 000 ou 1 million. Combien j'ai reçu de candidatures? Est-ce que c'est un bon chiffre ou pas? Donc, les agences et ou les outils sont censés être capables de vous donner déjà des ratios et des curseurs. Quand tu dépenses 10 000 euros, tu es censé avoir tant de candidatures dans ton secteur. Donc voilà, ça c'est le premier. Et effectivement, en année 2, comparer l'année 1. Merci Thibaut, et merci d'avoir donné des catégories génériques que je reprends. Hein. D'abord, 1, la notoriété, 2, le nombre de candidatures reçues, enfin la famille d'indicateurs qui mesurent les candidatures reçues, 3, les indicateurs qui vont mesurer le taux de conversion, 4, la rétention, 5, le ROI, et je dis merci à tout le monde, bravo à tous et à toutes pour cette table ronde. On va passer aux démos. Je crois qu'on n'a pas le temps pour les questions. Ouais. Ce slide qui était prévu. Pardon. Et on va suivre avec Tim Taylor, donc avec Lucille, que je vais rappeler sur scène pour sa démo. Et je te redis merci Thibaut. On se revoit tout à l'heure pour ta démo à toi.